Bienvenue dans À fleur de soie, un podcast qui vous invite à ralentir vraiment, à sortir du bruit, de l'urgence, des rôles et des jugements. Bienvenue dans cette parenthèse hors du temps, un espace pour ressentir, respirer et laisser les choses se déposer. Je suis Ophélie, psychologue et cofondatrice d'Apepsenco. Au quotidien, dans mon travail, j'accompagne des personnes au plus près de ce qu'elles traversent. Et ce que je vois chaque jour, ce sont des individus profondément puissants. Des personnes capables de traverser, de surmonter des tempêtes, des tornades, des tsunamis, et qui souvent, sans même le mesurer, portent en elles des ressources extraordinaires. À ce micro, j'ai envie de faire entendre cela. Ici, nous allons donc parler de santé mentale, et surtout des ressources que chacun crée, invente, saisit ou encore transforme pour s'ajuster, se retrouver et même parfois renaître. Chaque rencontre est une parenthèse, un instant partagé, un moment de présence où se raconte une histoire singulière et où se déposent des ressources qui peuvent être essentielles. Bienvenue dans cette marche intérieure, cet espace intimiste et belle écoute. Aujourd'hui, je veux vous faire entendre le témoignage de Jimmy. Dès sa naissance, ses malformations lui imposent des combats. Il doit subir tôt et à répétition des opérations. Et il sera constamment suivi sur le plan médical et développemental. En plus de cela, Jimmy est très vite placé en famille d'accueil, l'obligeant à se construire malgré des absences marquantes. Plus tard, le harcèlement viendra renforcer ses fragilités. Son parcours de santé est ainsi marqué par des troubles psychologiques précoces, l'amenant jusqu'à des conduites à risque et des tentatives de suicide. Pendant longtemps, survivre a été son quotidien. Depuis 1 an, un tournant s'opère. Accompagné sur le plan médico-psychosocial, Jimmy entame un véritable travail de reconstruction. À ce micro, il nous parle des changements qu'il a mis en place progressivement pour retrouver une stabilité et un équilibre sain. Bonjour Jimmy. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci. Merci d'avoir pris ce temps. Je sais que ta journée a déjà été bien chargée. Un peu longue, oui. Un peu longue. Mais merci d'être là ce soir avec moi. Je vais t'inviter Jimmy à te présenter comme tu as envie de le faire. Il n'y a pas de critères, c'est toi qui partage, qui te présente comme ça te semble OK pour toi, comme ça te semble te définir. Et en même temps, t'hésites pas déjà à nous parler de l'objet avec lequel tu es venu. Bonjour, moi je m'appelle Jimmy, j'ai bientôt 25 ans, au mois d'août, le 10 août. Je suis né avec un kyste androcrânien dans la tête, au cervelet gauche, dès ma naissance. Je suis né avec une malformation au nez, donc une fente labiopalatine, plus communément appelée bec de lièvre, qui m'a valu des opérations de ma naissance jusqu'à la fin de mes 23 ans à peu près, et je en aurai encore d'autres par la suite. J'ai subi beaucoup de choses, on m'a placé en famille d'accueil à l'âge de mes 1 an et demi, jusqu'à mes 18 ans. Ça a été une période très très dure et très très compliquée pour moi, parce que je me suis senti abandonné et j'ai eu du mal à faire face à certaines choses. J'ai rencontré énormément de personnel de santé et de personnel psychologue et tout ce qui peut être lié à la psychologie. J'ai rencontré beaucoup de choses. Ouais, en lien à la fois ce que tu disais que tu es né donc avec un kyste, Oui. mais donc aussi avec la fente. Oui. Et du coup déjà ça te vaut dès tes premiers jours de vie. Oui. Des opérations et pas mal de rendez-vous médicaux dès le début en fait. Oui, c'est ça. Ok. Tes premières opérations, alors, tu t'en souviens pas, mais est-ce que tu sais à quel moment elles ont lieu ? Elles ont lieu 6 mois après ma naissance. D'accord. En fait, 6 mois après ma naissance, on m'a envoyé en urgence. Alors déjà, on m'a envoyé en urgence par hélicoptère
Je suis né à Flers dans l'Orne, dans le 61, et on m'a emmené en hélicoptère en urgence au CHU de Caen par des professionnels de santé avec donc le professeur qui m'a suivi tout au long de mon enfance et mon adolescence et qui me rappelle de temps en temps pour savoir comment je vais et savoir s'il y a des problèmes qui reviennent. Parce qu'en fait, c'est une. En fait, la maladie, c'est pas une maladie, c'est une malformation, mais la malformation, elle peut évoluer, même si elle a eu des opérations, elle peut évoluer parce qu'il y a. Au niveau de la narine, on a des flux pour respirer, et des fois ça peut se resserrer à la naissance. Ça peut se resserrer quand on grandit. D'accord, Quand, ok. par exemple, moi, mon, quand j'ai grandi, ça s'est resserré à un moment donné et ils ont été obligés de réouvrir pour certaines choses. D'accord, ok. Donc là, tu parles de cette malformation-là, mais l'opération dont tu parles à 6 mois, quand tu es envoyé aux urgences, Oui, c'est par rapport du coup à la fente ou c'est par rapport à ton kyste? c'est par rapport à mon kyste. En fait, ils appellent ça ponctionner au niveau du cerveau. Oui, En fait, ils font on appelle ça trois trous. Ouais. Je veux dire trois trous, mais c'est un peu le terme vulgaire. il y Et a certainement un terme plus technique, mais un terme plus technique pour vider du liquide. En fait, j'ai un liquide qui est dans mon kyste et en fait, c'est un liquide, c'est comme de l'eau. Mais si ça part, ça peut être très 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 dangereux pour en tant que tel que j'étais nourrisson, ça peut être très très dangereux si ça partait Ouais. et que ça bougeait trop. Donc ils ont été obligés de ponctionner du liquide pour que ça diminue. Et ça a été la seule opération que j'ai faite réellement Pour le cerveau? pour le cerveau. D'accord, ok. Mais après, ils ont quand même ils ont quand même refait certaines choses, ils ont fait beaucoup d'examens pour, voilà, au niveau de la motricité, au niveau de, Ouais. voilà. Tu as été très 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 surveillé en fait. J'étais très très surveillé de ma naissance et Ouais, même c'est ça. maintenant, Maintenant. voilà. Mm. J'ai l'impression d'être un cobaye, mais on va dire le terme exact, j'étais souvent pris pour un cobaye. Il y a certaines choses que je pense que peu de personnes ont connaissance de ces maladies-là et que quand on leur dit, des fois ils se rapprochent à certaines personnes parce que certaines personnes ont eu certaines choses. Mais moi j'ai tout eu en même temps. Mm. Donc ça C'est ça. s'appelle. Ouais. Comme je disais comme je dis plus tard à mon père, j'avais l'impression d'être livré par Chronopost quand j'étais petit. Livré par Chronopost. Voilà, c'est une expression que j'avais D'accord. que j'ai eu Ok. et je disais ça à mon père parce qu'en fait on n'a pas le temps et ils ont pas le temps, les livreurs de Chronopost, et c'était c'est un truc rigolo sur moi et voilà. Ok. Pour Que- expliquer que du coup, tu arrives un peu Comme ça, comme ça et un peu cabossé, cabossé. un peu Comme un cabossé, colis. comme Ouais. un colis perdu, voilà. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est pas méchant, mais c'est juste qu'en fait c'est pas méchant, c'est juste que je l'ai pris comme ça maintenant, et maintenant je le vis bien. Mm. Et même maintenant, à l'heure actuelle, on va dire que depuis mes 15 ans, j'ai moins d'opérations, Mm. mais je suis toujours suivi par mon neurochirurgien pour mon kyste à la Oui. tête et pour mon faciès sur certaines choses. Et vers mon adolescence, on m'a décrété une maladie assez rare en France. On est peut-être une centaine à l'avoir. C'est un syndrome du Kallmann de Morsier. C'est une maladie génétique rare en France. Et en fait, c'est une maladie évolutive. Ça veut dire que j'ai besoin d'un traitement à vie pour que mon hormone soit stable tout le temps. D'accord. Donc voilà, j'ai des piqûres toutes les 12 semaines maintenant. Et donc, Quand tu parles d'hormones, est-ce que tu sais laquelle du coup? Quelle hormone c'est l'hormone dont de tu as croissance. besoin? L'hormone de croissance. C'est Ok. l'hormone de croissance qui est pas stable. En fait, elle fait des montants descendants. Ouais. Mm. Et grâce à la piqûre, elle se stabilise. Ok. Et donc, en fait, tu nais avec une partie des diagnostics. J'imagine que la fente était visible à ta naissance, mais est-ce que le kyste a été diagnostiqué dès ta naissance?
Et cette maladie-là, tu dis bien qu'elle a été diagnostiquée plus tard. Donc, Oui. t'as vécu... En fait, ça a été le kyste, ils l'ont diagnostiqué dès la naissance, mais il était diagnostiqué bien avant que je sois né. Oui, En fait, il quand l'avait vu dans en les fait, échographies. dans sur les les échographies échographies. dans le ventre de ma maman, ils ont Ouais. vu que j'avais certaines maladies et certaines malformations. Et ils savaient très bien que mon père et ma mère, que j'allais voir un combat dès la naissance. D'accord. Et ils étaient au courant de ce qui allait se passer et que, voilà, on va dire que la maman, normalement, quand elle accouche, elle voit son bébé tout de suite. Et moi, on m'a directement emmené, D'accord. on m'a coupé le cordon et on m'a directement emmené en soins intensifs. Ouais. Donc, j'ai pas eu ce lien maternel et je l'ai eu plus tard avec ma famille d'accueil qui m'a fait qui m'a fait découvrir tout ce que la vie pouvait m'offrir, tout ce que la vie m'offrait allait m'offrir. Donc, m'apprendre à manger, m'apprendre à marcher, m'apprendre à lire, à écrire, certaines choses. Et j'ai subi beaucoup de choses quand j'étais à cause de on va dire que ça a été un mal-être de ne pas être à côté de mes parents dès la naissance, même plus tard. Et donc, ça a été quelque chose de dur à comprendre et de facilement non compréhensible pour un petit que j'étais. Et même durant ma période d'adolescence et ma période maintenant d'adulte, je comprends certaines choses et je suis d'accord avec ça et je suis ok avec certaines choses, mais j'ai toujours des petites questions qui me reviennent Ouais, par là. Ouais. On est toujours voilà, dans ce... Tu travailles. J'y travaille. Mais il y a des moments encore difficiles. Il y a encore des moments difficiles, mais maintenant je me sens mieux et voilà. Alors attends, avant qu'on aille sur le moment où tu te sens mieux, Oui. je suis désolée, on va retracer un peu plus tout ça, si t'es ok. Oui, je suis ok de travailler, je suis ok de retracer mon parcours, mais oui, on en vient quand j'en viens au point d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me sens bien et je suis heureux. Ouais. Voilà. Mais en revenant sur le fil, il y a beaucoup de choses qu'on travaillait et que mon objet, ça fait court avec tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que mon parcours, il est écrit de ma naissance à aujourd'hui sur un livre et maintenant qui est en correction de moi et d'une personne que je connais qui a été maîtresse et maîtresse d'école, donc des personnes qui me suivent pour la correction. J'ai retravaillé certains passages, j'ai retouché certaines choses que maintenant, non, tout est posé, alors on est en correction. Ok, donc maintenant l'avoir écrit, tu en témoignes. Voilà, j'en témoigne. Dans ce podcast. Donc, j'en témoigne dans ce podcast et avec enthousiasme et respect sur mon parcours et que je suis content d'avoir fait ça et d'avoir fait tout ce chemin grâce à toi, en partie grâce à toi, parce que j'ai réussi à enlever un nœud de moi et on travaille encore sur certains nœuds, mais je suis en phase avec moi-même et maintenant c'est ma priorité, c'est moi en priorité avant les autres. Voilà. Ouais, tu pourras expliquer pourquoi tu dis ça, parce qu'effectivement, il y a eu des moments où c'était pas le cas. Et puis, je tiens à dire que c'est aussi grâce à toi, parce que tu es dans une vraie démarche de changement depuis plusieurs mois. Mais avant qu'on aille là-dessus, je vais me permettre de revenir avec toi sur des moments un peu plus difficiles que tu as traversés. Tu dis que tu as été placée donc à l'âge de... Tu avais 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que tu es placée à cet âge-là ? J'étais placé à l'âge de mes 1 an et demi parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Ils avaient des problèmes d'addiction, d'alcool et de drogue, de tabac, de tabagisme, qui était tabagisme, la drogue, l'alcool, qui ont fait que j'étais placé
Et du fait, en fait, mes parents habitaient juste en face du service social de l'enfance. On appelle ça maintenant l'ASE, mais c'est le service social de l'enfance. Ouais. Et ma fenêtre, la fenêtre de chez mes parents, donnait juste en face du bureau de l'éducatrice qui m'a suivi. D'accord. De ma naissance à aujourd'hui. Donc, elle voyait à peu près tout. Et oui. Elle voyait tout ce qui se passait. Et pourquoi aussi on a été placé? Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des violences conjugales, il y a eu des conflits dans le couple par rapport à l'alcool, la drogue, qui ont fait que mes parents ne s'entendaient plus. Et ils ont été mariés de 2000 à 2003, parce que ma mère a eu 7 enfants en tout. On est les trois. Je suis l'avant-dernier de la fratrie. Ouais. Donc j'ai cinq sœurs, donc 2 sœurs biologiques de ma vraie mère et de mon vrai père. Ok. Et ma mère a eu 4 conjoints en tout. Et donc j'ai eu voilà. Ça a été très compliqué à accepter sur certaines choses et sur le fait que j'ai des sœurs et des frères dispersés à droite à gauche. Mais maintenant, voilà. Et quand je m'en souviens plus quand j'ai été placé, mais le déchirement que j'ai eu, je l'ai eu jusqu'à mon adolescence et jusqu'à mes 16 ans où j'ai eu ma grosse crise d'ado et que je suis parti parce que je suis pas parti de ma famille d'accueil, mais je suis parti de là où j'étais pour aller travailler parce que moi aussi j'ai eu des problèmes d'addiction. Ok. Ouais. On va pouvoir y revenir. J'espère juste, pendant qu'on parle, que la pluie ne viendra pas trop ternir la qualité du son de notre entretien. Hein. Voilà, donc j'espère qu'on t'entend bien et que du coup, nous n'aurons pas à réenregistrer ce podcast. Oui. Ok, donc effectivement, tu dis que le lien d'attachement, en fait, avec ta mère et avec ton père, a été rendu effectivement difficile. Alors déjà dès la naissance, parce que tu es pris tout de suite par l'équipe médicale, donc tu n'as pas ce lien d'attachement avec ta mère. Ouais. Après, tu vis dans un climat effectivement où il y a un contexte où il y a des addictions, de la violence intrafamiliale, etc. Et donc tu es placé à 1 an et demi, donc très tôt, jusqu'à tes 18 ans. Donc là aussi, un lien d'attachement à tes parents biologiques qui ne se fait pas. Est-ce qu'on peut dire pas? Ou presque pas? Presque pas, parce qu'en fait, mon père, alors c'est mon père on a eu des visites avec mon père dès le début, quand j'avais 3-4 ans. C'est les souvenirs que j'ai, et c'est les souvenirs que je marque dans certains de mes dans un passage de mon livre, pour le début de mon chapitre. Et c'est mon père en fait qui a demandé les visites pour revoir, parce que en fait il avait besoin de nous voir. Ma mère n'avait pas cette capacité à nous recevoir, parce qu'elle a eu des problèmes, on va dire psychomotrices et psychologiques. Elle est suivie par l'équipe psychologue et psychiatrique. Donc voilà, ça a été ma maman. Elle m'a mis au monde, et c'est encore ma maman, parce que voilà, elle m'a mis au monde, et elle est encore là, même si elle est là sur certaines phases de ma vie, mais elle est là, elle vient quand elle a envie, quand elle a décidé de venir. Et je suis d'accord avec ça, et voilà. Okay. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Avant, j'étais pas d'accord du tout avec ça, mais maintenant, je suis d'accord avec ça. Ouais, ok. Ça a été très très dur de dire que ma maman n'était pas là pour moi, comme une personne, comme un enfant aurait dû avoir son papa et sa maman avec lui tout le temps. Que moi, non, j'ai pas eu ça. Mais voilà. Donc ton père, lui, fait la demande assez vite des visites. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle des visites médiatisées, c'est-à-dire qu'en fait, tu le vois, mais qu'en présence d'un autre adulte Oui, en fait, il y a eu 2 personnes.
En fait, on avait une éducateur spécialisé Mhm. et mon éducatrice de référence. Ouais. Parce que avec mes problèmes de santé, il y avait besoin de certaines choses. Il y avait besoin qu'il y avait une présence tout le temps. Donc ils avaient mis ça en place et il y avait mes sœurs avec moi. D'accord. Au départ, il y avait mes sœurs. Après, au fil du temps, quand on a grandi, voilà, il y a eu, à un moment donné, on était obligé de faire des visites les unes par les autres. Mm. Parce qu'au départ, c'était des visites médicalisées, médiatisées avec une personne, avec la personne en question, mon éducatrice et l'éducatrice spécialisée. Après, on est passé sur des week-ends. D'accord. Donc des week-ends, c'était un sur 3 au départ. Ok. Après, c'était un sur 2. Et après, ça a été tout le week-end. Ok. Donc Mais à là, moi, tu partais chez ton père? ouais, le week-end. Ok. Mais à un moment donné, ça s'est coupé parce que on était tous les trois ensemble avec moi et mes sœurs et on en faisait voir toutes les couleurs à mon père. D'accord. Parce que en fait, moi et mes sœurs, on avait ce sentiment que bah fallait qu'on lui redonne quelque chose qu'il nous a pas donné. Mm. Donc il fallait lui montrer que on existait Ouais. et qu'on était là tout le week-end. Mm. Donc bah on faisait des bêtises comme un enfant fait des bêtises. Mm. Donc on lui en faisait voir toutes les couleurs. À un moment donné, bah mon père en a eu un peu marre, donc il a été voir l'éducatrice. Il a dit est-ce que ça serait bien qu'on fasse des visites toutes les chaque enfant vient D'accord. un week-end. Ok. Donc bah, voilà. Et après on est revenus quand même tous les trois. On revenait à certaines périodes tous les trois. D'accord. Mais mon père n'a pas voulu nous revoir à certaines. Est-ce qu'en famille d'accueil, tu étais avec tes sœurs ou là aussi vous Non. étiez séparés? On était séparés, mais les familles d'accueil que mes deux sœurs ont étaient en lien et ils habitaient presque au même endroit. D'accord. Ma famille d'accueil de ma sœur Pauline, qui a maintenant 25 ans, plus de 26 ans, elle a pris 26 ans le 20 mars. Donc elle habitait à Flers. Ma petite sœur habitait à Donfront, Oui. où la famille d'accueil était. Elle a maintenant 24 ans. D'accord. Et donc, bah, voilà, on était tous pas très, on était très très proches en fait. Mm. Et grâce au familles d'accueil, parce que mes familles d'accueil étaient déjà amis à la base, et ils étaient encore plus en lien ensemble. D'accord. Et maintenant, elles se parlent toujours. Et Ok. elles sont- Mais du coup, est-ce que ça vous a permis, même si vous viviez pas dans la même maison, est-ce que ça vous a permis quand même de vous voir, de vous côtoyer quand même sur des moments Ah oui, on s'est côtoyés on a fait des visites, on venait des fois chez les familles d'accueil. On est tous les trois, on était chez les familles d'accueil D'accord. avec les familles d'accueil. On allait des fois aussi visiter des parcs, on allait manger au restaurant, une famille d'accueil en fait, c'était comme si c'était des mamans, en fait. Ouais. Et on a eu on va dire, cette grâce et ce mérite d'avoir des familles d'accueil. Le terme est gros, mais je veux dire, en fait, c'est comme si c'était ma deuxième maman. Et c'est ma maman de cœur. C'est ma maman qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui et où je suis aujourd'hui. On va dire que c'est en partie grâce à elle. Parce que c'est elle qui m'a mis sur de bons rails. Peut-être que j'ai dévié à certains moments, mais au moins elle m'a mis sur des bons rails quand je suis parti. Elle m'a dit voilà la route que je te donne et voilà ce que je te donne. Ouais. Parce que du coup, effectivement, tu as expliqué, tu es resté dans la même famille jusqu'à 18 Oui. ans. Donc, il y avait une stabilité. Oui. Tu as connu une stabilité dans cette famille et qui t'a apporté C'est une beaucoup stabilité, mais d'affection. ouais, c'est émotionnel et affectif en fait. Ouais. On était trois au départ, mais après on était quatre. À la fin on était quatre parce elle en a pris un en plus. Donc, Et- 3 enfants accueillis, Ouais. où il y avait aussi ces enfants dans les... Alors 3 enfants accueillis. D'accord, Et il y avait un an, elle a eu un an, elle avait un enfant elle. d'accord. Ma fille d'accueil elle avait un enfant et on était tous les quatre ensemble presque tout le temps. Et à un moment donné, son fils est parti de la maison de ses propres ailes, il est parti avec sa copine voler ses propres ailes. Et donc on est resté en famille.
D'accord. Et ma fille d'accueil a refait sa vie. Donc elle a retrouvé un mari qui lui a eu, lui, 2 enfants. Donc il venait il venait souvent dans le domicile de ma fille d'accueil. Ok. Bon. Et du coup, donc comment se passe ta croissance? Comment se passe ta scolarité, ton éducation en parallèle d'un parcours médical qui se poursuit du coup? Ma scolarité était très, très, on va dire, chaotique. On va dire que j'étais pas l'enfant tout beau, tout rose, et qui était gentil, agréable. Si, j'étais agréable et gentil, mais des fois j'en faisais qu'à ma tête, et quand j'avais pas envie, quand j'avais pas décidé, quand c'était pas mon jour, quand j'étais le levé du D'accord. pied gauche ou du pied droit, et bah j'en faisais qu'à ma tête. Et donc j'ai eu une scolarité, on va dire, moyenne, Ouais. mais à côté de ça, dans la scolarité, j'ai eu du harcèlement scolaire, j'ai eu du harcèlement physique, même moral, voilà, qui m'a conduit à certaines bagarres, certaines insultes envers certaines personnes. On m'a insulté, on m'a fait des moqueries, on m'a limite tabassé, voilà, j'ai eu des périodes très compliquées dans ma scolarité. Et ça a été dur parce que on travaille sur un point de base et il faut qu'on retravaille sur un autre point. Parce qu'en fait, le physique que j'avais, et bah, en fait, c'est comme si j'étais un extraterrestre pour eux. C'est comme si j'étais une perte. En fait, j'avais cette vision de moi, comme si j'étais un extraterrestre pour les personnes que j'avais en face. Alors que non, c'était eux qui n'étaient pas d'accord avec ça, en fait. En fait, le mot est fort, mais en fait, c'est comme si. Je pense qu'il fallait que je leur dise pourquoi j'avais ça. Et au départ, je leur avais pas dit. D'accord. Et certaines de mes maîtresses et mes maîtres que j'ai eus n'ont pas dit certaines choses. Et je pense qu'ils auront dû dire certaines choses. Voilà. Après, ça a été dur, mais au moins, j'ai fait ma scolarité. Et le parcours est parti de ça. Et voilà. Est-ce que tu dirais que ce harcèlement, donc du coup, il a uniquement été lié à ton apparence physique, du coup lié à ta malformation? Non, il n'a pas été lié qu'à ça. Il y a eu à certaines choses pas que ma malformation, il y a eu à certaines choses par rapport à ma motricité sur certaines activités. Parce que j'ai eu un problème de motricité et sur certaines choses, sur certaines activités, je peux pas faire toutes les activités parce que ma maladie fait qu'il y a certaines motricités que je peux pas faire. D'accord. Mais donc des fois j'avais des moqueries sur ça, j'ai des moqueries sur comment je parlais parce que des fois bah, je parle beaucoup du nez. Alors bah c'est oh tu sais pas parler, tu sers à rien ou sinon bah en fait on se servait de moi pour aller on va dire au front et en fait on me servait de moi comme si j'étais un bouc émissaire en fait et que voilà. Hmm. Il n'y a pas eu que ça en fait, c'est même des fois quand je rentrais chez moi, c'est même directement sur le téléphone quand j'ai eu mon premier téléphone, bah directement bah en fait c'était directement on m'envoyait des messages de moqueries, d'insultes. Donc ça a dépassé l'enceinte scolaire, Ça a en dépassé fait. l'ensemble Ouais. scolaire. Ouais. C'était même plus loin que ça. C'était que j'étais obligé on était obligé de porter plainte à certaines périodes. Par exemple, quand je suis arrivé au, au lycée, quand je suis arrivé au CFA, on était obligé de porter plainte parce que c'était parti trop loin dans la, dans la moquerie en fait. C'était parti trop loin Dans la violence. dans la violence et puis ça a été très violent en fait. Quand on vous envoie des messages de menace, ça a l'air de dire bah faut que tu meurs parce que tu sers à rien, voilà, t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie. Ça a été dur, mais au moins, bah voilà, on m'a mis des choses, on m'a dit des choses, et maintenant j'ai réussi à faire. J'ai eu du mal à faire certaines choses, j'ai eu du mal à faire certaines choses à cause de ça. Grâce à certaines choses, grâce à ça, j'ai pu travailler sur beaucoup de choses. J'ai travaillé sur beaucoup de choses sur moi, parce que je croyais que c'était de ma faute,
Alors que non. Et grâce à beaucoup de personnes, dont toi, qui m'a fait comprendre que j'étais pas cette personne-là qu'on croyait que j'étais être, donc les fausses croyances, et ça m'a fait comprendre que, en fait, quoi que je fasse et quoi que je dise, si ça leur plaît pas, bah, si ça leur plaît pas, tant pis, mais par contre, si ça me plaît, bah tant mieux, en fait. C'est moi maintenant, c'est moi en premier, et voilà. Oui, aujourd'hui, tu as ce recul-là. Évidemment, effectivement, enfant, adolescent, j'imagine que c'était Oui. plus compliqué et que ces paroles que tu entendais et qui sont d'une extrême violence ont quand même eu une sacrée influence sur ta construction, sur ta confiance en toi. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu en parles à la famille d'accueil? Est-ce que tu en parles aux professionnels qui t'accompagnent de ce que tu vis? Oui, en fait, ma famille d'accueil a été la première personne. Ça a été ma confidente, la personne avec qui j'avais le plus de liens et plus d'attaches. Et j'en ai parlé. En fait, quand je rentrais de l'école, j'en parlais. Elle m'a dit, et elle voyait bien que je rentrais assez énervé, fâché, que je voulais plus de certaines choses, que je voulais plus manger, j'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de regarder la télé, j'avais plus de jouer, j'avais plus envie de faire certaines choses de la vie quotidienne. Tu t'es replié très tôt sur toi-même. Et je me suis replié très 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 tôt sur moi-même. À mes 9 ans, je me suis replié sur moi-même. 9, 10 ans. Ça a été très dur, mais en fait, grâce à un d'accueil, elle m'a dit clairement, c'est vers mes 10 ans, je crois elle m'a dit, et elle a pris rendez-vous d'elle-même, parce que en fait, elle a vu que j'en avais besoin, et avec l'autorisation de mon éducatrice, elle a pris ce devant-là, elle a dit, je prends un rendez-vous chez le psychologue pour l'aider. Mais bien avant, on a eu des rendez-vous chez le psychologue. À mes 6 ans, j'ai eu des rendez-vous chez le psychologue, et voilà. C'était de mes 6 ans à mes 18 ans, voire plus. Et voilà, même aujourd'hui, encore maintenant, voilà. Ouais. Les premiers rendez-vous chez le psy, c'est en lien avec quoi? Avec le harcèlement ou avec aussi ton parcours familial Alors, c'est harcèlement au départ. Ouais. Et petit à petit, ils ont creusé. Petit à petit, certaines choses, ils ont creusé. Et c'était au placement après. Et après, on avance petit à petit, on creuse. Et il y a eu des psychologues que j'arrivais pas à parler. Et voilà, donc il y a eu certains de mes rendez-vous, je n'y allais pas et j'avais pas envie d'y aller. Et ma famille d'accueil a fait tout pour que je suive mes rendez-vous psychologiques. Et donc elle a fait tout pour que au moins j'ai des rendez-vous. Il y a eu pendant une grosse phase de ma période, de mon adolescence, où j'ai pas eu de rendez-vous. D'accord. Et je pense que ça a été la phase où il aurait peut-être fallu que j'ai des rendez-vous, parce que ça a été la phase la plus dure. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis parti de ma famille d'accueil à mes 16 ans pour aller travailler. Ça a été une phase difficile. C'était une phase difficile parce que il a fallu dire en fait, t'es parti avec ton sac à dos, t'es parti avec ton sac, et je suis parti et je suis arrivé dans une ville que je connaissais personne en fait. Est-ce que, donc là tu parles du suivi psy, tu as parlé du suivi médical, Oui. En lien du coup avec tes différentes problématiques médicales. Est-ce qu'en plus, tu as dit que la scolarité ça avait été difficile, est-ce qu'en plus tu as dû avoir des rendez-vous orthophonistes, psychomotes, est-ce que tes difficultés liées à tes problèmes médicaux ont amené aussi plein d'autres suivis? Et finalement, ton quotidien, c'était ponctué de plein de rendez-vous successifs. C'était un peu ça en fait, parce que au départ c'était des chirurgiens, des infirmiers, c'était chirurgiens, infirmiers, médecins. Au départ c'était ça. Au départ c'était strictement ça. Après ça a été ORL, psychologue.
Après, c'était psychomote aussi, parce que psychomote, comme j'ai eu des problèmes de motricité, bah, il a fallu réapprendre certaines choses. Ouais. Donc, bah, on a réappris certaines choses. J'ai dû apprendre à marcher, parce que j'ai une anecdote quand j'étais petit, quand je descendais les escaliers, je les descendais pas normalement, je descendais à quatre pattes, mais à quatre pattes en roulade. Voilà. À quatre pattes en roulade. Ça veut dire que j'avais la... En fait, je descendais comme ça au départ, je descendais en descendant, Ouais, et j'arrivais pas à me lever correctement. Donc, d'accord. et à un moment donné, je suis tombé en roulade comme ça. Ah ouais. Et à la finalité, je descendais en roulade. Hmm. Donc à un moment donné où la psychomote, elle m'a appris à monter l'escalier, parce Oui, que parce que c'était pas c'était un peu dangereux de descendre un peu en roulade. c'était un peu dangereux, oui. Et ma fille elle me disait, mais arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et en fait, elle a compris au fur et à mesure que c'est un danger, en fait. Hmm. Oui, et que tu avais besoin d'être accompagnée pour apprendre à Oui. faire autrement. Donc voilà, oui, fallait que j'apprenne certaines choses. Ouais. Hmm. Bah, ceci, et j'ai dû apprendre d'autres choses même. Ouais. J'ai appris, on m'a appris à remarcher, parce que il y a eu des opérations où, bah, quand, mais tous mes opérations sont liées, parce qu'en fait, mon kyste derrière la tête, mon problème faciès, Mm. et mon syndrome est lié, donc tout est lié ensemble. Hmm. Et c'est le kyste qui a lié tous les problèmes de santé. D'accord. En fait, avec une IRM plus poussée, ils ont réussi à lier tous les problèmes. Ok. Et en fait, c'est parti de là, en fait. Hmm. C'est parti du kyste. Et quand ils ont vu que, à mon adolescence, que j'avais ça, et bah, ils ont remarqué que, bah, en fait, tout est lié, en fait. Ok. Mais oui, il y a eu beaucoup de rendez-vous médicaux, il y a eu beaucoup de suivi, psychologue, psychomote, aussi médecin, chirurgien, Ouais. les gens passent et T'as voilà, pas arrêté. et j'ai pas arrêté. Hmm. Et puis même des conseils d'orientation, parce que j'ai eu des phases où, bah, quand j'étais jeune, à mes 11 ans, je savais pas quoi faire. Je voulais être chirurgien à la base, parce que mes problèmes de santé ont fait que, bah, j'avais le goût du médical à un moment donné. Tu côtoyais tellement ce milieu. Je côtoyais ce milieu. Et voilà. Donc j'ai fait de la pâtisserie. On m'a orienté dans la pâtisserie parce que j'aimais bien faire des gâteaux et pas mal de choses. Donc on m'a orienté dans la pâtisserie. D'accord. Et c'est parti de là au départ. Donc à 16 ans, tout à l'heure tu disais à 16 ans, je prends mon sac à dos et donc Ouais. je pars notamment pour ces études. C'est des études de pâtisserie à ce moment-là que... Non. Non. Alors, avant, en fait, à mes 15 ans, quand je suis parti du collège, quand j'ai fini ma fin de la troisième, parce que ma troisième, je l'ai suivie on va dire ça en alternance, parce qu'en fait, c'est pas une prépa pro qu'ils m'ont faite, ils m'ont fait une scolarité normale, mais sauf que j'allais plus en stage qu'en cours. Ouais, tu avais la possibilité de faire plusieurs stages Oui. sur cette troisième. Ouais. Parce que, en fait, ils ont vu que moi et les cours, c'était pas bon. Et que, en fait, rester sur une chaise pendant 7 heures, ça n'allait pas. Ouais. Et donc, bah, ils ont fait ce programme-là pour moi. Et c'est un programme spécial. Et voilà, maintenant ça existe parce que maintenant, dans certaines écoles, ils le font. Et donc, grâce à ça, j'ai pu découvrir la pâtisserie. D'accord. Et donc, j'ai fait la pâtisserie de mes 15 à mes 16 ans. Donc, c'est ma famille d'accueil qui m'a emmené tous les matins et elle venait me chercher tous les midis. Ok. Et même mon papa est venu me chercher et m'emmener. Voilà, ça a été une période où j'ai appris à faire des choses de mes mains. Ouais. Voilà. Mais sauf que j'ai dû arrêter par rapport à des problèmes de fatigue, par rapport à des problèmes de stress, parce que j'ai eu beaucoup de stress et j'avais beaucoup de stress parce que j'avais peur de mal faire. Donc je me renfermais sur certaines choses et je me renfermais encore sur moi-même parce que j'étais pas encore en phase avec moi-même. Ok, et donc 16 ans, là par contre, À 16 ans, tu pars. à 16 ans, je pars. À 16 ans, ma famille d'accueil me dit
En fait, je pense que t'es pas fait pour la pâtisserie. T'es peut-être pas fait pour la pâtisserie. T'adores peut-être faire des gâteaux chez toi. T'adores peut-être faire des gâteaux à la maison, chez toi aussi, parce que voilà, quand je suis chez papa, je fais des gâteaux. Et en fait, t'es peut-être pas en harmonie, parce que je regardais des émissions de télé. Mais non, en fait, c'était pas comme ça dans la vraie vie. Quand on regarde dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc, elle me dit, bah en fait, il y a la mission locale qui existe. Ouais. Et si on allait à la mission locale, te prendre un rendez-vous. Je dis, bah d'accord, on y va. Elle me prend un rendez-vous à la mission locale et je fais une garantie jeune d'un an à Flers qui m'aide à trouver des stages à droite, à gauche. Ouais. Alors j'ai fait du commerce, de la restauration, j'ai fait du bar, j'ai fait tous les métiers. J'ai touché à tous les métiers de la restauration, de la réception, de l'hôtellerie, et c'est le service qui m'a plu. D'accord. Et donc je suis parti à mes 16 ans, à mes 16 ans, on va dire 16 ans et demi, à la fin de mes 16 ans, Ouais. je suis parti à Bagneux-de-Lorne pour faire un CQP serveur. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, tu as parlé des addictions. Est-ce que déjà là, tout ce que tu vis génère chez toi des problématiques de comportement et d'addiction? Oui, les problèmes d'addiction ont commencé à mes 14 ans. En fait, j'ai fumé ma première cigarette avec des copains. Parce que, en fait, je voyais les copains faire et les copains me disaient, pourquoi t'essayes pas? Parce que c'est bien et tout. Donc, c'est venu de là, en fait. J'ai fumé ma première cigarette là, à mes 14 ans. Et on se cachait en plus, parce qu'on se cachait derrière les murs de l'école. On allait, on allait jouer, mais on n'allait pas jouer, on allait fumer des cigarettes. Et donc, ça a commencé de là. Donc là, que cigarettes. Que cigarettes. Que cigarettes. Ouais, que cigarettes. Et après, petit à petit, quand je suis parti, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des grandes personnes. On fait ses expériences soi-même. Et il y a l'alcool qui rentre, il y a la drogue qui rentre. Je commence à fumer du cannabis. J'ai commencé à fumer du cannabis, c'était pas régulièrement, mais c'est que j'appelle ça une addiction parce qu'en fait, quand on va en soirée et qu'on fume, et au départ, on a envie de fumer, ça, pour moi j'appelle ça une addiction parce qu'en fait, quand c'est répétitif les soirées, et quand ça devient presque toutes les semaines, à un moment donné, en fait, oui, c'est une addiction. Parce qu'en fait, tu as besoin de ça en fait, pour vivre. Et la restauration est un monde très cruel pour ça, parce qu'on rencontre plein de gens, et des fois on est énervé, fatigué, et pour se détendre, on fume, on boit, et en fin de soirée, on va se coucher, et le lendemain, on ne se rappelle plus de ce qu'on a fait la veille. Donc là, quand tu rentres dans ce milieu-là, les addictions prennent de l'ampleur alors? Oui, les addictions prennent de l'ampleur. Elles ont pris de l'ampleur parce que petit à petit, donc ça a été ça au départ. Entre mes 16 et mes 17 ans, ça a été ça. Et à mes 17 ans, quand je suis arrivé à Bagneux-de-Lorne, c'était engrangé. D'accord. Donc la cigarette au départ, après ça a été engrangé avec l'alcool et la drogue. Donc de mes 17 à mes 18 ans. Et est venu mes 18 ans, on se dit, on a 18 ans, on va aller tester des choses. Ok, donc tu vas tester d'autres substances encore? Ouais, et je vais tester d'autres substances encore plus dangereuses, qui sont des variantes de drogue, voilà. J'ai testé j'ai testé des choses illégales, et qu'on fait que, je suis rentré dans un cercle vicieux où on s'en sort pas à un moment donné. Donc j'ai eu quand même mon diplôme au départ, parce que j'ai fait un CQP service à Bagneux-de-Lorne, j'ai eu mon diplôme, et j'ai continué, j'ai pris des vacances, et les addictions ont fait que, à un moment donné, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai ouvert la porte d'un casino. Et je suis rentré dans une phase d'addiction au jeu. Et là, ça a été très très dur, parce qu'en fait, quand on rentre dans un casino, il n'y a pas d'horloge. Et en fait, c'est comme si on était perdu. Bah oui, l'environnement fait qu'il n'y a pas trop de repères temporels, et c'est voulu. Et c'est voulu. Et donc là, tu développes une autre addiction, l'addiction au jeu.
Oui, et l'addiction au jeu a été très... Même là encore, à l'heure actuelle, je travaille dessus. Je joue beaucoup moins qu'avant. Et ça a été une phase très compliquée parce qu'en fait, je passais presque littéralement toutes mes soirées, toutes mes journées de congé au jeu, à gratter, à faire des tickets, voilà. Parce que je croyais que derrière ça allait m'apporter quelque chose, ça allait m'apporter de l'amour. Parce que quand je suis parti de ma famille d'accueil pour aller travailler, ben, j'avais encore ce petit sentiment de dire, je suis encore abandonné, mais alors que pas du tout. Mais tu le vivais comme un abandon. Et je le vivais comme un abandon. Ouais. Parce que, en fait, quand on se retrouve tout seul, on se dit, mais en fait, on est encore abandonné. Ouais. Je suis encore abandonné. Donc, je cherche des substitutions. Donc, le jeu, la cigarette, la drogue. Et donc, c'est devenu un cercle vicieux. Et je vivais qu'avec ça. Tu disais, en fait, ces substances te donne l'illusion, parce que ça reste une illusion, mais en tout cas ça te donne l'illusion d'être aimé. Qu'est-ce que ça te donne comme autre illusion en fait à ce moment-là, quand tu consommes tout ça, quand tu ça me donne le sentiment d'être aimé, et le sentiment d'apporter quelque chose à la personne, ou à apporter quelque chose à ce que je suis en train de faire en fait. Alors que au départ je le croyais. Et petit à petit, on se rend compte que, en fait, on est enfermé dans un cercle et on n'y arrive pas à ressortir. Et à la finalité, je le paye parce qu'en fait, je me renferme encore plus sur moi-même. Et les addictions prennent de plus en plus de place dans ma vie. Et mon cerveau il cogite et je retravaille et je repense à certaines choses de mon passé. Donc je fais des crises d'angoisse. Je refais des tentatives de suicide parce qu'en fait quand on perd tout, on a tendance à se désinhiber, c'est-à-dire que en fait on n'est plus la personne qu'on est. Donc on ne vit plus pour ce qu'on est de base, donc on vit simplement pour le jeu, la cigarette. Donc voilà, les addictions prennent de plus en plus de place dans notre vie. Je me souviens d'une séance qu'on a fait ensemble où tu disais même que finalement, parfois, ces moments d'ivresse ou de jeu, tu t'amenais un sentiment de puissance. Oui, c'était comme si quand je gagnais, je me disais, en fait, je suis encore puissant, donc je peux rejouer. Et en fait, on joue pour jouer. À un moment donné, on se sent puissant, parce qu'on gagne. Mais on gagne. Mais à un moment donné, on perd. Mais on perd tout. C'est-à-dire que ça peut monter d'un coup, mais ça peut redescendre très très vite. Et moi, ça a été le cas, parce que j'ai gagné des grosses sommes. Et les grosses sommes que j'ai gagnées, en fait, si on fait le calcul de tout ce que j'ai joué, en fait, ça fait une balance, mais elle n'est pas stable, en fait. Ok, donc comme tu dis, en plus c'est un cercle vicieux parce que finalement ça s'alimente. Tu disais aussi que l'alcool parfois et le cannabis se permettent d'oublier, mais en même temps, une fois que tu te réveilles le lendemain matin, tout revient et tu repenses à tout, tu cogites, etc. Donc, et finalement là, ça donne de nouveau envie d'aller consommer pour oublier. Voilà, donc c'est un vrai cercle vicieux. Oui, et en plus, quand je me lève le matin, il n'y a plus rien dans le porte-monnaie. Et donc... à un moment donné, on se dit, en fait, on vit comment là ? Parce que quand je suis arrivé à Bagneux-de-Lorne, c'était à mes 17 ans, et donc quand je suis parti à Bagneux-de-Lorne, ma fille d'accueil a décidé en lien avec mon éducatrice de me mettre sous curatelle renforcée, qui a permis d'avoir certaines choses. D'avoir ce sentiment de stabilité, mais au moins d'avoir quelque chose, d'avoir un sentiment de dire que je laisse pas tout seul la personne que j'ai accompagnée durant tout le long.
Et finalement, peut-être heureusement, parce que dans cette addiction de jeu, Oui, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était oui, un peu là pour oui, surveiller, pour oui, vérifier. oui, pour me restreindre. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on demande de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, la curatelle, elle dit, bah en fait, elle dit, mais l'argent, tu l'as mis où? Ouais, c'est ça. Puis quand on me dit, bah l'argent, tu l'as mis où? En fait, bah l'argent, oui, je la dépense, mais à un moment donné, t'as beau mentir, 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 parce qu'en fait, le mensonge, à un moment donné, on est bien obligé de le faire, même si on le veut pas. Et quand on rentre dans l'addiction au jeu, on est obligé de dire, bah, de mentir, parce que on l'a mis où l'addiction? On l'a mis où l'argent? Bah, je la mets dans les jeux à un moment donné. Et je lui dis, bah, en fait, je pense que j'ai une addiction au jeu, et je le savais, j'en étais pas conscient que j'allais tout le temps au jeu. Et là, elle me dit, bah, je vais être plus vigilant parce que, et je pense que va peut-être falloir qu'on aille voir une addictologue. Et donc, en plus de mon suivi médical, on me donne des rendez-vous chez l'addictologue. Nouveau professionnel qui rentre dans la boucle. Ah oui. Ouais. Et dans la boucle, et heureusement qu'elle rentre, et voilà. Parce que si elle serait pas là, et si elle n'aurait pas été là, bah en fait, j'aurais pas survécu comme j'ai fait. Ouais. Tu as parlé de tentative de suicide. Oui. Il y en a eu combien et à partir de quel âge tu fais cette première tentative? J'ai fait ma première tentative à partir de mes 12 ans. 12 ans. Oui. Ok, très tôt. Très tôt. En fait, c'est une tentative de suicide où je me fais du mal, je me taille les veines, je prends des prises de médicaments et j'en veux à la terre entière. Et je dis que je veux partir. Et ma femme d'accueil me dit, mais en fait, je t'aime, je suis là pour toi. Elle me le dit beaucoup de fois. Et elle m'emmène à l'hôpital. Et donc elle appelle les pompiers viennent me chercher, elle m'emmène à l'hôpital elle vient avec moi dans le camion, elle m'emmène à l'hôpital. Et je suis hospitalisé. Les hospitalisations, elles ont duré de 1 semaine à 3 semaines, voire plus, parce que j'avais besoin d'avoir ce sentiment de sécurité. Et donc voilà, heureusement qu'elle était là, parce que sans elle, je serais peut-être pas là encore aujourd'hui. Et grâce à elle, j'ai vu certaines choses et j'ai compris certaines choses. Il y en a eu d'autres qu'à 12 ans. Oui, il y en a eu d'autres à 12 ans. Ah, il y en a eu entre mes 13 et mes 15 ans, il y en a eu 3, 4. Il y a eu des crises d'angoisse, des grosses crises d'angoisse, des crises de tremblement, des crises de nerfs, des crises de... J'étais tétanisé, je pouvais plus bouger. Ok. Tu fais des crises de panique, Ouais. tu étais tétanisé. Oui, j'en ai fait jusqu'à mes 23 ans. Et j'en fais plus maintenant. Maintenant, j'arrive à gérer mon stress autrement. Mais, bah, en fait, quand on stresse, bah, le corps réagit d'une autre façon. Donc, c'est plus vous qui réagissez, c'est le corps qui réagit. Et j'ai fait des crises d'angoisse, des crises de panique. J'ai fait des tentatives de suicide, même. Dernièrement, j'en ai fait une l'année dernière, où j'ai dû arrêter mon contrat où j'avais commencé. Donc on m'a mis j'étais arrêté pendant plus de 6 mois et j'ai dû arrêter mon contrat parce que voilà, en fait, quand votre corps il vous dit stop, on arrête. Bah c'est votre corps qui vous dit stop, donc faut le suivre à un moment donné. Et grâce à un suivi, bah on dit bah en fait oui, en fait il y a besoin d'arrêter on va dire ce massacre, parce que en fait si on continue, à un moment donné, on va encore retomber et retomber. Et c'est pas bon de retomber. Ouais. Psychologiquement, là tu dis la dernière, effectivement, elle est relativement récente. Je crois que c'est juste après celle-ci que Oui. nous, on commence notre suivi. C'est ça. Psychologiquement, tu te sens comment à ce moment-là? Je me sens alors vraiment pas bien. Et vraiment comme si en fait c'était la goutte d'eau qui avait vraiment débordé le vase. Et où là je me dis en fait il peut vraiment falloir prendre une pause. Une grande pause
pour me reconcentrer sur moi-même et me dire que j'ai besoin d'avoir un suivi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour tout le temps pour m'aider, pour me dire comment faire les choses. Et c'est là que je me dis, en fait, et là que je reprends mes rendez-vous médicaux au sérieux, je reprends certaines choses. Et grâce à beaucoup de choses, grâce à des rendez-vous, des entretiens, des personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui me tendent la main, et bah grâce à ça, j'écris mon livre et j'écris certains passages. Ouais. Voilà. Et on me dit, en fait, pourquoi tu mets pas ce que tu penses dans un livre? Ça pourrait être bien, ça pourrait faire penser que au moins tu fais ta douleur, tu l'écris sur un livre. Et grâce à ça, j'ai pu sortir d'une spirale, en fait. Ouais, il y a un aspect qu'on n'a pas encore trop évoqué dans tout ton parcours, c'est, alors tu as parlé quand même un peu des harcèlements, mais à l'âge adolescent, jeune adulte, je sais qu'il y a quelque chose aussi qui a été difficile, c'est ta relation aux autres et les schémas relationnels. Oui, les schémas relationnels ont été très très durs. J'ai vécu une relation j'ai vécu une relation très très dure pour moi et qui m'affecte encore et que je suis en construction sur certaines choses, mais par rapport à ça, parce que en fait, je me sentais plus aimé et en fait, je donnais tellement que je ne recevais plus ce que je ne voulais. Et quand je donne beaucoup, je voulais avoir beaucoup en échange. Et en fait, moi, je donnais trop et on me donnait presque rien en échange, pas assez en échange. Et j'étais pas en phase avec ça et j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce qu'en fait, j'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai donné beaucoup de moi, j'ai donné beaucoup de mes sentiments, beaucoup de mes je t'aime, voilà. De tes ressources De aussi, mes ressources, ouais. même financières. Ouais. Même financières, j'ai donné de l'argent, j'ai donné j'ai donné beaucoup de choses. Que maintenant, j'ai, on ne, je dis maintenant, mais je travaille encore sur certains passages, parce que quand on revient à la base des bases, en fait, c'est comme si le fait de donner, c'était venu grâce à c'était venu à cause de mon placement, et mon placement a fait que, comme j'étais placé, et comme je savais pas où je donnais, et ben je donnais aux autres, mais en échange, ça avait rien. En fait, ça faisait pas sens, ça faisait pas lien. Donc, en fait, tout vient de là. Oui, tu as parlé au tout début, d'ailleurs très vite, tu as parlé du lien d'attachement que tu n'as pas pu avoir avec ta mère, mais avec toute ton histoire, les liens d'attachement ont été ont été très très durs. Complexes. Ouais. Donc effectivement, encore aujourd'hui, même si tu travailles dessus, mais pendant longtemps, ta relation aux autres était entachée par ce lien d'attachement anxieux, parce que du coup, si on reprend la théorie de Bowlby sur les liens d'attachement, effectivement, tu étais sur un lien d'attachement plutôt anxieux. Oui. Et donc, tellement cette peur aussi de perdre l'attachement à l'autre que tu investissais énormément les choses. Oui. Et on l'a beaucoup travaillé parce que ce côté besoin d'être aimé, de t'aimer toi-même, t'a amené dans des schémas où tu cherchais à mériter l'amour alors que on peut juste aimer sans que tu sois obligé de donner, enfin en tout cas pas de façon excessive comme tu as pu le faire dans certaines relations. Ça a été très très excessif en fait quand je donne. J'ai donné beaucoup. Beaucoup. Et ouais, le terme est là en fait, excessif, et donner sans avoir rien à l'échange, en fait ça marche pas en fait. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'en plus le contexte un peu d'addiction favorisait aussi des relations peut-être un peu abusives? Je sais pas si je suis claire dans ma question. Oui. En fait oui, t'as eu des relations abusives. En fait quand je donnais, j'avais peut-être quelque chose en échange, mais en fait c'était pas le bon truc que je voulais en échange. Parce que je donnais, on me redonnait quelque chose, mais que en fait, j'en avais pas besoin de base. Mais
à force, j'en avais besoin. Parce qu'en fait, j'ai eu des relations toxiques à cause de ça. Parce que ça a fait des cercles vicieux. Et j'avais des relations où j'y allais juste pour mes addictions, en fait. Pour la drogue, l'alcool et la cigarette, en fait. On allait fumer, on allait boire un coup. Et voilà, en fait. Ouais. On ne... Quand, quand ça part d'un sens et ça revient d'un autre, à un moment donné, ça fait un cercle. Et quand on peut plus y arriver, à un moment donné, ça pète, ça explose. Et donc, d'où le fait que l'année dernière, j'ai eu mes 6 mois où j'ai été complètement arrêté. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, si on termine là-dessus, aujourd'hui, tu as traversé quand même... j'ai traversé des périples Ouais. et grâce à un parcours de longue haleine, Ouais. grâce à toi, grâce à le fait d'être maintenant en harmonie avec moi-même Et grâce à toi, j'aimerais que tu arrives à le dire aussi quand même, parce que tu as mis en place énormément de choses Oui. depuis effectivement 1 an. Et aujourd'hui, tu t'es sorti des addictions, tu travailles sur ton projet pro, tu essayes d'assainir tes relations. Enfin, tu fais, t'as fait un travail fou en Oui. quelques mois et tu as mis en place un certain nombre de changements. Alors, parle-nous de ces changements et de ta vie d'aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, j'ai presque mis un trait sur beaucoup de relations. Les relations toxiques, j'en ai presque plus. Et même plus du tout aujourd'hui. Je veux dire que, en fait, quand on comprend que les relations toxiques n'ont pas d'importance et n'ont pas lieu d'être, et n'ont pas lieu de devenir quelque chose, et quand on comprend que ça n'apporte rien en échange, bah en fait, oui, je mets un trait, oui. Et que tu as le droit d'être aimé. Et j'ai le droit d'être aimé autrement que par des relations toxiques. Parce que maintenant, le verbe aimer, à force, je le comprends. Et l'aimer, c'est aimer quelqu'un pour la personne qui est, et non pas pour la personne qui donne en échange. Voilà, c'est... Et aujourd'hui, oui, je travaille dessus, je travaille sur mon parcours, et grâce à beaucoup de ça, beaucoup de choses qui sont passées dans le passé, et ben maintenant, j'ai envie de donner. Mais donner dans le sens où comprendre d'une autre façon certaines choses. Ouais, et donner plutôt, tu m'expliquais tout à l'heure avant l'interview, donner plutôt dans un secteur d'ailleurs professionnel Oui. qui te permettrait Oui, de donner quelque chose en lien aussi avec ton vécu, et pour apporter de l'aide, du soutien à l'autre. c'est ça. En fait, maintenant, aujourd'hui, je suis bénévole dans un centre social qui est l'Agora. Et à côté de ça, je suis dans un service civique volontaire pour une durée de 8 mois. Je fais de l'accompagnement au grand âge pour lutter contre l'isolement pour les personnes, pour les aider dans leur quotidien, leur aider dans certaines tâches du quotidien, même si c'est de l'animation, mais on les aide on les aide à réapprendre certaines choses, refaire certaines choses qui n'arrivaient plus à faire, et qu'on leur donne envie de faire des activités. Ouais. Par exemple, cet après-midi, j'ai fait un Scrabble, demain on fait de la country, on fait des anniversaires, on fait des ateliers, de la cuisine, on donne envie aux personnes âgées de faire ce qu'on a envie. Oui, et puis De garder de la vie, de garder et puis du garder lien. garder ce lien en fait Ouais. avec les personnes, Ouais. et garder cette communication. Et quand ils ont envie quand ils nous voient, ils sont contents de nous voir. Et ils se rappellent que oui, en fait, on est là pour eux en fait. Est-ce que tu penses à avoir bien avancé aussi sur ton amour propre en fait et Oui. ta confiance en toi? Alors, ma confiance en moi, oui, j'ai avancé. Mais j'ai avancé d'une façon où le parcours d'animation a fait que, oui, j'ai été obligé d'avoir cette confiance en moi, parce que quand on se retrouve devant un public, à un moment donné, même si ça va de 3 à plus de 100 ans, à un moment donné, quand on se retrouve dans un groupe, on dit, bah oui, il faut être confiant, il faut savoir, Ancré, ouais. faut être ancré avec soi-même, il faut savoir ce qu'on dit, parce que
on nous regarde et on nous juge pas, mais on interprète certaines choses. Donc voilà, on a envie de... Et moi, j'ai envie de donner, quand je donne, j'ai envie que les gens ils comprennent certaines choses, et que quand ils reviennent me voir et ils me posent des questions, et ben, qu'ils soient contents d'être venus dans les animations, et voilà. Un retour, ouais. Okay. Un retour positif. Ouais. Ok, est-ce que... et donc, tu nous parlais de l'écriture de ton livre, donc, qui est en relecture, avec quand même l'idée, c'est qu'il soit publié. Oui, l'idée, il faut qu'il soit publié, oui, ça serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal quand même. Ça serait pas mal. Ce serait une étape importante dans ce parcours que tu as entamé ces derniers mois, là. Ça serait la page, pas la page qui se tourne, mais la page qui se referme. Ouais. C'est-à-dire qu'on ferme un livre pour en réouvrir un autre. Et se dire que, en fait, notre vie, elle est marquée par des étapes. On ne choisit on choisit pas tous la même trajectoire. On a certaines trajectoires qu'on est obligé de prendre, mais on peut prendre d'autres trajectoires. Et grâce à ce livre, je montre certaines choses. Tu montres la trajectoire que tu as voulu prendre. Et j'ai montré la trajectoire que j'ai voulu prendre, et d'une autre dimension que dans mon livre, tout ce que je marque, et bah, en fait, ça peut faire sens à des personnes qui peuvent comprendre certaines choses, qui peuvent comprendre que bah, il peut y avoir mille et une façons de faire les choses, et que des fois prendre une direction, ça peut pas être la bonne, mais si on reprend une autre direction, et là on dit, ouais, ça peut être la bonne celle-là, et ben on prend cette direction-là et ça marche. Voilà. Faut pas s'arrêter à une direction, faut s'en prendre une autre, faut en prendre une autre, et à un moment donné, on y arrive. Effectivement, c'est ce que tu aurais envie de laisser là à la fin de ce podcast pour les personnes qui peut-être se retrouvent dans ton histoire. C'est ça. Ouais, d'essayer. En fait, faut essayer sans relâche. Essayer, c'est ça. En fait, on apprend en apprenant, on sait, et on apprend à savoir. Et donc, essayer, c'est réessayer. Donc, et on apprend des choses. Et le message que je dis, c'est faut toujours croire en soi et toujours croire en ses rêves. En fait, j'ai toujours des rêves, et le rêve, voilà, c'est fait que j'aimerais bien que tout le monde soit uni. Moi, c'est le rêve le plus ultime que j'ai, que voilà, on soit tous unis. Voilà. Merci Jimmy pour ce partage, pour avoir remis en mots ton parcours qui a été difficile. Merci. Mais tu conclus avec beaucoup d'espoir, et j'espère que tu vas continuer ton chemin déjà bien entamé. Si jamais le livre est sorti d'ici là, je mettrai les références en dessous de la description du podcast. Si c'est pas le cas, on le remettra plus tard. T'hésiteras pas à me tenir au courant de tout ça et de ton évolution. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Avec courage et ténacité, Jimmy nous démontre sincèrement que nous pouvons nous engager dans des changements profonds, malgré un parcours de vie douloureux et traumatique. Il nous inspire une vérité puissante. Changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est oser couper avec ce qui nous détruit. C'est accepter d'être soi, accepter son passé, et pour cela, c'est accepter d'être accompagné, d'être entouré autrement. Au fond, au-delà des parcours, des blessures et des détours, une chose est essentielle à garder à l'esprit. Chacun d'entre nous mérite de se reconnaître et de s'aimer pour ce que nous sommes, vraiment, pleinement. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour écouter, ressentir et peut-être pour laisser résonner certaines choses. Ce qui a été partagé dans cet épisode est l'histoire singulière d'une personne. Un vécu, un parcours, un chemin intérieur qui n'appartient qu'à elle. Mais si cet épisode résonne en vous, si elle éveille des questions, des émotions, des besoins, je vous invite à rester à l'écoute cette fois de vous-même et ainsi à trouver vos propres ressources. Merci à Fleur de Soie.